Wow. Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi c'est Lewis et je vis ici depuis 2013, donc je vais souhaiter à tous nos auditeurs une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2020. Donc aujourd'hui je reçois mon nouvel invité, c'est un banquier, il est directeur de compte commercial, donc je vais le laisser se présenter. Il s'appelle Antonio et il est en direct de son téléphone à Sherbrooke. Salut à toi Antonio, comment tu vas en ce début d'après-midi? Salut Léo, ça va bien quand même? Ouais, ça va. Toujours un peu stressé là, tu sais, quand je reçois des banquiers et tout, là, tu sais, d'habitude, quand le banquier t'appelle, t'as toujours peur là, donc donc c'est toujours stressant d'avoir un banquier, tu sais. Tu n'as pas à t'inquiéter aujourd'hui, je n'appelle pas pour le recouvrement, c'est vraiment juste pour donner de l'information, là, donc il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Ben, c'est parfait. Donc je vais te laisser te présenter. Ouais, vas-y. Good. Donc, comme tu disais, mon nom, c'est Antonio Salinas. Moi, je suis directeur de compte commercial pour une institution financière ici au Canada. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le secteur bancaire. Je te dirais, j'ai commencé ma carrière tout court dans le niveau bancaire. Donc, j'ai commencé comme caissier, j'ai fait le rôle de conseiller en finance personnelle, j'ai été spécialiste hypothécaire. Puis finalement, là, je m'occupe plus du volet commercial comme directeur de compte. Bah, très bien. Donc là, le tout premièrement, là, pour présenter un petit peu, comme il y a quand même des différences entre le système financier français que je connais quand même assez bien et le système nord-américain. Donc tu peux justement présenter les banques par ordre d'importance. Est-ce que tu peux un petit peu les nommer et par ordre d'importance en gros? Oui, clairement. Mais tu sais, en fait, le secteur bancaire au Canada, il y a plusieurs institutions financières qui existent. C'est sûr qu'il y a 6 principales banques et une coopérative qui est plus présente au Québec, mais qui est quand même importante au niveau des joueurs des banques, là, au niveau du marché des banques. Donc, si on regarde, là, il y a plusieurs institutions financières. Là, les grosses que je vais te nommer, c'est vraiment ceux-là, encore une fois, qui sont les plus importantes au Canada. Puis c'est ceux-là que je te dirais que les informations qu'on va donner générales vont être liées à ces institutions-là. Donc, il y a évidemment la Banque de Montréal, il y a la Banque CIBC, il y a la Banque nationale du Canada, qui souvent on l'appelle la BNC ici au Canada. Il y a la Banque royale du Canada, qui est aussi communément appelée la RBC. Mm-hmm. Il y a la Banque TD. Puis il y a finalement la Banque Scotia. Quand je disais la coopérative, c'est vraiment les caisses populaires des jardins qui sont quand même très présentes ici au Québec. Là, il y a vraiment un gros marché. Puis c'est ça. C'est à noter que la majorité de ces institutions-là, ils ont leur siège social à Toronto ou à Montréal. Puis encore une fois, mis à part Banque nationale et Desjardins, Banque nationale qui est à Montréal et Desjardins qui est à Lévis, là, dans le coin de Québec. La majorité, ça se retrouve à Toronto. Là. OK. Donc, au niveau, si je peux ajouter quelque chose, au niveau de l'importance, je dirais que les 6 banques sont quand même, au niveau de la gestion des clients, au niveau des avoirs qu'ils gèrent, ça se ressemble beaucoup. Il y a des banques qui sont plus internationales, là, exemple la Royale, la Banque de Montréal, la TD, Scotia, qui évolue, même la CIBC, qui évolue beaucoup dans des marchés, exemple, aux États-Unis, donc nord-américains, si on peut dire, même mondial. Puis, des jardins qui se concentrent plus dans le marché du Québec, mais encore une fois, ils sont présents dans d'autres secteurs. Là. Très bien. Donc là, tu as fait une petite présentation. Là, par exemple, si, disons, moi, je suis un nouvel arrivant, je viens d'arriver à Montréal, ou enfin, peu importe où j'arrive au Québec, je me présente à une institution financière. Dis-moi, c'est un peu quoi les démarches? Ça paraît con, là, mais ok, tu ouvres un compte, mais c'est quel type de compte que j'ouvre? À quoi j'ai le droit? Est-ce que je peux avoir une carte de crédit tout de suite en arrivant? Je sais que entre le moment où je suis arrivé et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc là, présentement, là, un nouvel arrivant, c'est quoi le package que les banques, grosso modo, parce qu'elles offrent à peu près tous la même chose, on va dire,
dire, Mhm. c'est quoi en gros un nouvel arrivant, il peut avoir quoi quand il ouvre un compte et qui transfère ses avoirs français ici? Ben, ça, c'est une excellente question. Je te dirais que si, mettons, tu arrives cette semaine au Québec, la première affaire que tu dois t'acheter, c'est une pelle pour pouvoir te rendre à la banque. Ensuite, ensuite de ça, évidemment, oui. Moi, ce que je dis souvent, là, ce que je dis souvent, si, mettons, tu serais mon ami de la France qui arrivait aujourd'hui, ce que je te donnerais comme conseil, c'est évidemment d'aller ouvrir un compte bancaire. Parce que faut comprendre là, que, du moins au Canada, là, le, le système bancaire fonctionne beaucoup par historique. Historique de crédit, historique de compte, historique avec les relations que tu vas avoir avec tes comptes à payer, là. Donc, évidemment, quand tu arrives, le plus important, c'est de, de, comment que je peux dire, de choisir ton institution avec laquelle que tu veux faire affaire, là. Chacune a ses avantages, là. Donc, à partir de là, tu choisis d'aller voir l'institution de ton choix. Évidemment, tu sais, comme tu disais tantôt, il va y avoir des programmes adaptés aux nouveaux arrivants, là. La majorité des institutions ont des programmes. Souvent, ça peut aller de 3 à 12 mois de gratuité pour la première année. Et il y a plusieurs avantages. Ça, je vous dirais d'aller consulter directement avec chacune des institutions parce que ça peut changer les petits points d'un à l'autre, là. Évidemment, c'est sûr que quand vous allez ouvrir, ça va vous prendre des pièces d'identité. Les preuves les plus souvent utilisées dans ces démarches-là, c'est le passeport et un document officiel, excuse-moi, de l'Immigration Canada. Ok, donc un visa ou la preuve de résidence permanente, le PVT, etc., etc. Oui, ça c'est très important parce que c'est sûr que la banque va vous demander de vous identifier, ça c'est bien évident. Des fois, ou même je dirais qu'il y a beaucoup d'institutions que si toi, tu es un nouvel arrivant qui veut t'en venir, tu es en France, tu veux partir la démarche d'avance, ben il y a des mesures que tu peux prendre pour le faire avant même d'arriver au Canada. Mm-hmm. Encore une fois, il y a des banques qui le font, dans le fond, c'est leur force. Il y en a d'autres, c'est moins leur force. Donc, encore une fois, ça sera à sélectionner, mais c'est tout de même possible de le faire en arrivant, il n'y a pas de problème. OK. Donc, la deuxième étape, moi, je dirais que là, la première étape, c'est le compte bancaire, mais la deuxième étape, qui est l'une des plus, pas les plus importantes, mais quand même très importante, c'est commencer à bâtir un bureau de crédit. Puis, comment qu'on crée un bureau de crédit? C'est par la demande d'une carte de crédit. Souvent, quand tu vas arriver comme nouvel arrivant, l'institution financière va pas te proposer d'emblée. Tu sais, ça dépend. Encore une fois, là, il faut comprendre que tout ce qu'on jase aujourd'hui, c'est du cas par cas, là. Tu sais, quelqu'un peut arriver, l'institution financière va tout lui offrir parce que la personne est arrivée de France avec, exemple, 500 000 $ de cash par rapport à une autre personne qui arrive, qui commence ou qui bâtit un patrimoine ici au Canada, là. Donc, il faut comprendre que ça se peut qu'une personne va se faire offrir une carte de crédit dès le départ par l'institution financière sans avoir à donner de garantie, tandis qu'il y en a d'autres qui pourraient avoir à faire d'autres stratégies pour accéder à la carte de crédit. Mais encore une fois, comme je mentionnais tantôt, là, au Canada, la majorité des financements ou les crédits autorisés ou les comptes que tu vas pouvoir ouvrir, c'est vraiment basé sur une cote de crédit. Donc, la cote de crédit en tant que telle, c'est un point primordial. On va avoir la chance de développer là-dessus. Mm-hmm. Mais clairement, là, je te dirais que c'est un nouvel arrivant au Canada. Première chose à faire, c'est ouvrir un compte bancaire pour commencer à créer l'historique avec ton institution financière qui commence à te connaître. La carte de crédit qui vient justement appuyer, qui va venir aider à ton bureau de crédit. Mm-hmm. Et finalement, là, dans le fond, la carte de crédit, moi, c'est quelque chose que j'aime pas mentionner ce point-là. La carte de crédit, ça peut être ton meilleur outil au Canada comme ton pire outil, dans le sens que si tu l'utilises comme il faut, tu vas accéder rapidement à un bon bureau de crédit, puis tu vas avoir accès à tout plein d'autres avantages dans le sens accès au crédit. Par rapport à quelqu'un qui l'utilise mal, ben là, tu vas te barrer partout, puis tu vas te retrouver à cause d'une carte de 500$ pas pouvoir emprunter pour un auto, pour une marge de crédit, ou peu importe ce qui viendra. Très bien, mais alors justement comme là tu l'as mentionné, je vais tout de suite, on va rentrer dans les choses sérieuses là. Donc c'est vraiment comment, parce que moi quand je suis arrivé ici, je savais absolument pas, j'entendais beaucoup comme tu l'as mentionné le bureau de crédit. Grosso modo, est-ce que tu peux expliquer de façon la plus claire comment ça fonctionne
une cote de crédit, c'est quoi? C'est quoi les notes? En gros, c'est ça. Et c'est qui est derrière ça? Voilà. Bon, dans le fond, ça, c'est encore une fois une très bonne question parce qu'au niveau de la cote de crédit au Canada, c'est une cote, c'est comme un chiffre qui est donné. Ça se situe entre 300 et 900, la cote de crédit. 9 étant la meilleure cote, 300, évidemment, étant la cote du mauvais payeur. Quand tu te présentes à une banque là, puis que tu as 300 comme cote de crédit, il y a des lumières rouges, des sirènes qui sonnent, la banque commence à shaker, tout ça. Ça te donne une idée qu'il faut maintenir quand même une bonne cote de crédit. Et le point où que je disais que le 900 est la meilleure cote, c'est très rare le 900. Là, il faut être honnête. Là, je te dirais que j'en ai sorti des bureaux de crédit. Puis le plus beau bureau de crédit que j'ai vu, c'est 893. Okay. Donc, faut pas penser qu'il faut être à 900. Là, vraiment, je te dirais que entre 700 et 800, c'est un très bon payeur, là, sans problème. 800 et plus, c'est un excellent payeur. Et je te dirais que la moyenne du monde se situe entre 650 et 700. Okay. Ou, tout dépendamment. Là, ça dépend aussi de plusieurs points. Mais je te dirais qu'une bonne moyenne à retenir, c'est 700 là, qui serait un bon dossier de crédit. Là, c'est un bon, considéré donc pour une banque, un bon dossier de crédit, on base le chiffre de 700, tu dis que c'est là, on commence à jaser, là, c'est ça? Non, en fait, c'est pas qu'on commence à jaser parce que tu pourrais avoir un crédit avec une institution financière, même si tu as 650 de code de crédit. Quand je te dis 700, c'est que tu as un bon dossier de crédit. Tu n'es pas gêné d'arriver dans une institution financière. OK, je comprends. Dès que tu commences à être en dessous du 650, la banque va poser des questions parce que si tu es à 650, ça m'emmène à t'expliquer un peu le bureau de crédit. Mm-hmm. Le bureau de crédit tient en compte de plusieurs facteurs. C'est quoi les facteurs qui tiennent en compte? Donc, l'historique de ton bureau de crédit, ça fait depuis combien de temps que tes comptes sont ouverts? Est-ce qu'ils ont tout le temps été bien payés? Combien de retard tu as eu dans tes comptes? D'autres points qu'il va vérifier, c'est que si tu changes d'adresse à toutes les années, ça aussi, ça vient affecter ta cote de crédit. Si tu changes d'emploi à toutes les années, ça affecte aussi ta cote de crédit. Si ton pourcentage d'utilisation de ton crédit il atteint plus que 70%, 75%, évidemment, ça affecte ta cote de crédit. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui vont venir déterminer ta cote de crédit et justement un peu la façon que les prêteurs te voient là. OK. Donc ça, c'est quand même super important. Donc là, ce point-là, il est quand même primordial. Donc, c'est-à-dire très vite. Et c'est qui les compagnies là qui sont c'est pas les banques là les banques quand ils checkent ton bureau de crédit, c'est qui est en arrière de ça en fait? Oui, nous, les institutions financières, surtout ceux que je t'ai mentionnés, on utilise deux grands joueurs au niveau du bureau de crédit. Le principal, c'est Equifax, qui est celui-là qu'on utilise énormément. Sinon, il y a aussi TransUnion, qui est une autre compagnie de code de crédit qui fournit de l'information aussi. Très bien. Donc, des fois, tu vas sortir un bureau de crédit avec Equifax et des fois, tu peux sortir avec TransUnion. Pardon, puis la cote de crédit ne sera pas la même. D'accord. Dans ce temps-là, tu dis à la banque, hey, prends celle-là qui est le plus fort. Non, c'est une blague. OK. Et donc, OK. Suite à ça, donc là, tu me dis, tu ouvres ton compte. En gros, dépendamment de avec combien de cash tu arrives, il est possible que tu arrives à avoir une carte de crédit. Donc là, la façon que tu dois utiliser ta carte de crédit à ce moment-là, c'est quoi les conseils que tu donnes justement? Parce que pour nous, on utilise en France la fameuse carte bleue, et donc qui est l'équivalent de notre carte de débit. Mais la carte de crédit, c'est pour donner aux Français une ordre d'idée, c'est comme une carte crédit revolving en fait. En gros, c'est quoi? Tu as une somme d'argent que tu peux utiliser et puis tu as un délai je sais pas, le délai de grâce là. Explique-le mieux que moi là parce que là, moi, sinon on va me perdre. Ouais, clairement, au niveau de la carte de crédit, comme je mentionnais tantôt, l'acceptation du crédit qui est autorisé est basée sur du cas par cas. Là. Donc, faut pas croire que t'arrives, tu vas demander une carte de crédit, tu vas avoir une carte de crédit de 5 000 parce que encore une fois, c'est du cas par cas. Donc, je m'en allais avec ça. Par rapport au montant qui va être autorisé, là, c'est sûr qu'ils vont regarder plusieurs facteurs là, de l'institution financière, voir si elle accepte de faire la carte de crédit sans... Tantôt, je disais un dépôt en garantie. Là.
Le dépôt en garantie, c'est quoi? Le dépôt en garantie, c'est vraiment, tu vas donner, admettons, 500 $ pour obtenir une carte de crédit de 500 $. Okay. Fait que ça permet à quelqu'un qui vient d'arriver, qui veut se créer un crédit parce qu'il prévoit s'acheter un char, s'acheter une maison et tout, commencer à se créer un crédit rapidement. Donc, il y a un autre point aussi qu'il faut noter, c'est que des fois, c'est plus facile d'aller obtenir une carte de crédit avec comment je peux dire, pas une institution, mais un magasin ou quelque chose comme ça? Exact, merci beaucoup. Exactement, un magasin ou une corporation qui fait du financement, parce que eux, ils vont accepter évidemment de faire le crédit, mais le taux sur la carte est un petit peu plus élevé. Donc, tu sais, il y a des façons d'accéder au crédit, comment je peux dire ça, sans avoir à donner la garantie en tant que tel. OK, je comprends. Au niveau du fonctionnement de la carte, le fonctionnement de la carte, elle est, comme tu disais, c'est un peu différent qu'en France, parce que nous, on a notre compte compte chèque, là, notre compte où on rentre nos salaires et tout ça, exactement, ouais. Exactement. Donc, ta disponibilité, elle est là. Mettons que tu as dans ton compte 2000 $, l'argent est disponible. Tandis qu'une carte c'est ça, elle est disponible avec ta carte de débit, tu achètes des tu peux dépenser 2000 $. Tu peux dépenser 2000 $, c'est ça. C'est clair, exact. Donc, pour la carte de crédit, c'est une limite qui va être octroyée, encore une fois, basée sur ton historique de crédit et tout le reste, là, tes capacités de remboursement. Et à partir de là, c'est, admettons, on prend un exemple de 2000 $, c'est un 2000 $ qui est autorisé sur ta carte de crédit, c'est vraiment 2000 $ que tu peux aller dans le négatif, là. Okay. Donc, c'est une carte à part qui te donne accès à un compte à part, mais c'est un compte de crédit. Okay. Évidemment, ça te donne une période de grâce. Souvent, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise, du moins les personnes qui l'utilisent intelligemment, ils ont une période de grâce de 21 jours qui équivaut à pratiquement un mois, le temps que tu reçoives ton relevé et tout. Et à partir de là, tu reçois ton paiement, dans ton solde. Si tu ne le payes pas à la date indiquée, là, les intérêts commencent à courir. OK. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, là, pour bien résumer ce que tu fais, c'est par exemple, tu as dépensé 2000 $ et dans ton délai de 21 jours, tu le payes le 2000 $, tu dois juste rembourser 2000 $. Par contre, si tu ne payes pas le 2000 $, là, les intérêts vont commencer à courir, c'est ça? Oui, les intérêts courent selon la tarification. Et ils sont en moyenne, c'est quoi? C'est 19-20%, c'est ça en moyenne, c'est ça? Clairement, oui. 19,9 %, je te dirais, la grande partie des cartes. Tu as des cartes un peu plus avantageuses là, qui existent au niveau du taux d'intérêt à 9,9, mais il y a un frais annuel là, qui s'applique. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de cartes de crédit. Il y a des cartes de crédit avec des points, avec des récompenses. Puis là, ça implique des frais sur la carte annuelle. Mais, tu sais, souvent, ils sont compensés par les dépenses que tu fais. Tu récupères l'argent que tu as payé. Bon, c'est quand même assez clair. Donc là, bon, maintenant, je continue un petit peu le cheminement. Moi, j'aimerais savoir, parce que souvent, OK, on a nos comptes chèques, mais moi, j'aimerais savoir si jamais je veux investir de l'argent, c'est quoi les types de comptes que je peux ouvrir pour pouvoir, par exemple, disons qu'en France, j'avais une maison, je l'ai vendue, je viens ici, puis j'ai 300 000 en cash. Dans quel type de compte je peux mettre cet argent? C'est quoi les différents types de comptes qu'il existe pour investir au Canada? Ouais, oui, c'est encore une fois une bonne question. Au niveau du si tu as des liquidités ou plutôt de l'argent que tu veux transférer en France vers ici, je te dirais que ça, évidemment, tout le monde sait, la façon la plus simple, la plus économique et la plus sécuritaire, ce serait par transfert international. Là, tu sais, j'ai juste le terme en anglais, les wires, là, les virements électroniques. Fait que ça, c'est sûr. Un coup que l'argent elle est rendu ici au Canada, il existe plusieurs façons de l'investir. C'est sûr que il y a des conditions et tout, puis ça, je veux pas m'attarder parce que je fais plus nécessairement du placement, il y a des spécialistes pour ça, mais je vais quand même parler des gros catégories de possibilités. Donc, premièrement, il y a les placements non enregistrés que nous on appelle. Ça veut dire que tu le places à un certain taux et quand que tu retires soit des gains en capital ou du gain d'intérêt, tu payes un certain pourcentage en impôt là, sur ton imposition. D'accord. Il y a les placements enregistrés. Là, c'est vraiment des programmes, je dirais plus des programmes gouvernementaux qui font en sorte qu'ils te donnent des avantages soit fiscaux ou au niveau c'est carrément fiscal parce que tu ne payes pas de l'impôt là-dessus. Donc, il y a le REER,
OK. Qu'est-ce que ça veut dire, le REER? C'est le régime d'épargne. C'est quoi le diminutif? Dans le fond, c'est le régime d'épargne. Là, j'ai comme un blanc de mémoire, là, vu que je veux le dire. Le régime d'épargne enregistré. Je vais te le chercher pour être franc, là, j'ai comme un petit blanc de mémoire. Là. Mais ça, c'est vraiment le gouvernement qui offre ça. Tu as un certain pourcentage de ton salaire que tu peux aller mettre en REER. Et ça, c'est tout à l'abri de l'impôt. OK. Donc, ça veut dire que c'est tout le long qu'il est placé, cet argent-là, tu ne payeras pas d'impôt. Et au moment que tu vas le retirer à ta retraite... C'est régime enregistré d'épargne retraite, c'est ça? D'épargne retraite, c'est ça. OK. Donc ça te permet, donc ça te donne un avantage fiscal et donc tu peux mettre de l'argent, donc ça accumule à l'abri de l'impôt et en gros, c'est un report d'impôt, c'est ça? C'est carrément un report d'impôt parce qu'en réalité, tu reçois, tu sais, mettons, tu as un certain pourcentage, comme tu disais, que tu pouvais mettre au niveau de ton REER. Mm-hmm. Et donc, ça te donne un retour d'impôt. Lorsque tu fais tes impôts, ici, à chaque année, il faut les faire aux alentours du mois de avril-mai. OK. Même un petit peu avant. Là, à ce moment-là, si exemple, tu as cotisé dans tes REER, je donne un exemple, tu as un salaire de 60 000, tu as cotisé 5 000 à tes REER, ça vient diminuer ton imposition parce que là, tu ne te retrouves plus à être... taxé sur 60 000, mais sur 55 000. Exactement. Okay, souvent, tu tombes dans des braquettes d'imposition moins élevées. Mm-hmm. Et évidemment, tu payes moins d'impôts, tu reçois un retour d'impôt. Ils vont te rembourser de l'impôt parce qu'ils t'auront imposé sur 60 000 au lieu de t'imposer sur 55, si je comprends bien. Exactement. Okay. Donc, quand tu fais ton rapport d'impôt, tu reçois de l'argent. Très bien. Encore une fois, l'avantage de ça, c'est que quand que tu vas le retirer à ta retraite, évidemment, à la retraite, on n'a plus les mêmes revenus, les revenus ont diminué. Mm-hmm. Donc, forcément, l'imposition, elle est moindre. Et l'argent que tu auras accumulé, c'est exemple si l'argent tu l'as investi et que ça a généré des intérêts avec les intérêts composés, tu n'es pas imposé là-dessus. C'est-à-dire ça fructifie à l'abri de l'impôt, on est d'accord? Ça fructifie à l'abri de l'impôt. Okay. Ce qui va être imposable, c'est ton retrait selon ton revenu. Selon le revenu à la... OK. Donc, c'est-à-dire que tu es à la retraite, 65 ans, tu déclares un revenu de 10 000, tu demandes un 5 000 de TREA, tu vas être imposé sur 15 000. Mais on s'entend que tu aimes bien mieux être imposé sur 15 000 que sur 60 000. Exactement. Donc ensuite, là, ça, c'est le premier type de compte enregistré. Le deuxième? Le deuxième, c'est le compte épargne libre d'impôt. OK. Donc, ce compte-là, c'est vraiment un certain montant annuel. Là, je veux pas m'avancer. C'est 6 000. Je peux le dire, c'est 6 000. Ouais. Exact. Ça a commencé à 5 000, il avait baissé ça à 3 500, il a augmenté ça à 5 500, là, c'est rendu 6 000. Mm-hmm. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant dans ce type de produit-là, c'est que là, tout est libre d'impôt. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de ce produit-là, no tax. Que tu vas accumuler comme intérêt. Pas de taxe. Quand tu vas le retirer, tu ne paieras absolument rien. Donc, ça veut dire que, si, admettons, moi, je fais 60 000 par année, j'ai 100 000 sur mon CELI. Si je retire 15 000, si je vais payer 0 d'impôt là-dessus. Ça ne se rajoute pas sur mon revenu annuel. Exact. Okay. C'est important aussi de comprendre que c'est un certain montant que tu peux mettre par année. Là. Donc, si, admettons, là, je pense que la limite est rendue une soixantaine de mille. Là, c'est que tu peux 60, ouais, c'est un peu moins de 80 000 $, là. C'est 75, un truc comme ça, ouais, au total, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a des personnes que j'ai déjà vues qui ont des CELI, même si la limite est à 75, ils ont des CELI de 150 parce qu'ils ont fait de l'intérêt à l'intérieur. Ouais, ils ont fait, à cause des intérêts composés, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, là. Exactement. Okay. Puis l'autre avantage, c'est que si, admettons, toi, l'année prochaine, cette année, tu dis, là, j'ai fait des bons intérêts, je retire 10 000 dans mon CELI, tu ne seras pas imposé. Puis ce 10 000-là, tu as un droit de cotisation. Tu peux remettre ce 10 000 l'année suivante, c'est ça? Exactement. OK, ouais, OK. Très bien. C'est des gros avantages quand on a de l'argent investi. Ça devient quand même une solution, une alternative très intéressante là, quand on est admissible au programme là, pour justement fructifier l'argent à l'abri de l'impôt. Là. Très bien. Et le dernier, c'est quoi? Il manque quoi encore là? Il y a celui pour les enfants, non? Ah ben oui, le régime d'épargne études. Oui. Donc, lui, il existe, c'est vraiment encore une fois, c'est un placement enregistré, c'est un programme gouvernemental. Ça, vraiment, c'est un programme que je dirais que tout le monde qui a des enfants devrait appliquer, là, parce que à la base,
tu rouvres le compte, puis le gouvernement du Québec, il met 500 $. Ouais, enfin, là, pour bien le connaître, comme j'ai des enfants, là, je vais t'aider un petit peu. Grosso modo, si c'est par année, on peut donner ces 2500 $ de cotisation. Ouais. Et si tu fais ça jusqu'à 17 ans, jusqu'à que ton enfant ait 17 ans, bah, grosso modo, que ce soit le gouvernement fédéral et provincial, il t'aura donné 11 000 $. C'est aussi simple que ça. Il y a pas plus, tu peux pas faire plus. Mais tu pourrais ouvrir un compte au jour 1 sans avoir à mettre aucune scène, là. Mm-hmm. Puis le gouvernement, il mettrait un 500 $. OK, ouais, ben c'est ça. OK, donc... Fait que à la base, c'est ça que je dis souvent, là, à la base, c'est un 500 $ juste en ouvrant le compte pour ton enfant. Puis tout le monde devrait avoir ça parce que justement, là, l'argent que tu mets là, c'est pour les études de tes enfants et quand que tu vas le retirer, encore une fois... libre d'impôt. Exactement. Donc, il faut que ça soit un projet d'école, là, bien sûr. Là. ouais, c'est vrai. C'est pas pour partir. Ouais, effectivement. C'est ça. C'est pas que tu te dis, là, mon enfant, il est allé à l'école, il n'a pas eu besoin de ce cash-là, je retire pour partir en voyage. Ça marchera pas. Là. Si ton enfant il était à l'école, tu vas trouver une façon de le retirer sans problème. OK. Puis là, la dernière petite chose que je voulais voir avec toi, c'était concernant, c'est quoi le type de financement une fois que ça fait, disons, quelques mois, j'ai bâti mon historique, j'ai un bon historique de crédit, c'est quoi, hormis le crédit d'auto, c'est quoi les types de financement qu'il y a ici, là, par exemple, je sais pas, ouais, c'est ça, la marge de... Surtout là, parce que je sais qu'on peut avoir des prêts personnels, les prêts auto, les prêts hypothécaires. Mais moi, là, celui qui n'existe pas en France, c'est la fameuse marge de crédit ou une marge hypothécaire. Donc, j'aimerais que tu parles vraiment spécifiquement de ces deux choses-là. Parce que c'est des choses qui n'existent pas en France, là, ça. Clairement, il n'y a aucun problème. Au niveau du financement, tu les as mentionnés, il y a plusieurs types de financement disponibles. C'est sûr que là, on se concentre plus sur les financements des institutions bancaires et non les autres financements. Donc, oui, il y a le financement auto, tout ce que tu as mentionné, carte de crédit, ça existe. Au niveau de la banque, on fait évidemment carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, prêt auto, hypothèque, marge de crédit hypothécaire. Ça, c'est les gros produits de la banque. Encore une fois, on va s'attarder sur les produits que tu viens de mentionner. Là, parce que carte de crédit, c'est pas compliqué. On l'a déjà mentionné un peu la procédure. Le prêt personnel, souvent, pas souvent, c'est tout le temps basé sur la capacité d'emprunt de la personne et c'est relativement simple. Là. C'est un prêt que tu mets sur un terme puis que tu payes par mois. Au niveau de la marge de crédit, la marge de crédit, évidemment, ça c'est encore une fois une marge de crédit qui est rattachée ou non à ton compte bancaire parce qu'il y a des institutions financières que cette marge de crédit-là est liée à ton compte. Donc, si, admettons, prenons l'exemple de tantôt, tu avais 2000, tu as dépensé 2000, mais tu peux descendre ton compte dans le négatif à la hauteur de la limite qui t'aura été autorisée. Tu me suis? OK, ouais. Bon. Donc, évidemment, c'est une limite de 5000, tu pourrais descendre ton compte jusqu'à 5000. Aussi, ils peuvent faire une marge de crédit à part, qui n'est pas rattachée à ton compte, qui te donne la disponibilité. Mettons, tu as 2000 dans ton compte, il faut que tu ailles acheter de quoi à 5000, tu prends 3000 de ta marge, tu te le vires dans ton compte chèque, et là, tu fais ta transaction. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une marge de crédit, c'est pas comme une carte de crédit, parce que la marge de crédit, dès que tu prends l'argent, dès le jour 1, on te charge des intérêts. T'sais, dans le fond, il n'y a pas de période de grâce, c'est vraiment tu utilises utilisateur payeur, autrement dit. OK. Au niveau de la qualification de la marge de crédit, évidemment, c'est plus compliqué à obtenir qu'un prêt personnel. Pourquoi? Parce que la marge de crédit, on appelle ça ici au Canada, la marge de crédit, que ce soit une marge de crédit personnelle ou une marge de crédit hypothécaire, on appelle ça ici du crédit rotatif. Ça veut dire que le crédit il reste disponible... tout le temps. Il reste disponible. Exact, okay. Tout le temps. Par rapport à un prêt personnel que, OK, on signe, dans 5 ans, tu me repayes, puis je suis pas obligé de laisser ouvert ce prêt-là. Tu sais? OK, ouais, je comprends. Pour une banque, les critères d'acceptation pour une marge de crédit vont être un petit peu plus sévères, si je peux dire de même, là, pour la raison que je viens de te mentionner. Donc, dans le cas d'une marge de crédit, la banque va regarder la valeur nette de la personne. Donc, elle va dire, OK, on va calculer ton passif, tes actifs, tes passifs. Voilà, tu as une telle valeur nette. Souvent, je dis encore une fois souvent parce qu'il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent tenir en compte, mais souvent, dans la norme, ce qu'ils disent, c'est que ça va être 10%
de ta valeur nette qui est octroyée en marge de crédit. Donc, si tu as 150 000 de valeur nette, ils vont te donner 15 000, genre, c'est ça? Exactement. Très bien. Donc, mais tu sais, encore une fois, comme je te répète, ça, c'est une règle du pouce. C'est-à-dire que il se peut que ta marge de crédit soit de plus, ça se peut que ça soit de moins. Ils vont regarder une globalité de tes revenus et tout. OK. Ton historique de crédit et tout ça, toujours, il y a toujours ça qui est en arrière, en toile de fond, quoi. Il y a ton historique de crédit, quoi. Ouais. Au Canada, dès que tu parles de crédit, il faut que tu dises le bureau de crédit va être consulté, c'est sûr. Là. Même, je te dirais que pour aller chercher un loyer, on va aller consulter le bureau de crédit. Okay. Tu vas aller chercher un cellulaire, ils vont aller voir ton bureau de crédit. Donc, souvent, quand tu n'as pas de bureau de crédit, tu es un nouvel arrivant, tu demandes un cellulaire, tu n'as pas de bureau de crédit, ils vont te demander un dépôt en garantie pour ça. Fait que c'est de là où que, tantôt, je te disais, là, des fois, c'est bien mieux de donner le dépôt en garantie à la banque, commencer à créer un crédit avec une carte de crédit. Et après ça, c'est plus facile d'obtenir le reste. Pour synthétiser un petit peu, ton historique de crédit, c'est un peu comme une carte d'identité financière, quoi, en gros, quoi. Ça donne un petit peu ton identité financière au prêteur, quoi, en gros, là. Oui, clairement, tantôt, je te faisais la blague là, de quand tu es à 3%, là, tu te mets à crier, ben, c'est carrément ça. Là, nous autres, on va aller voir ton... Souvent, là, moi, je suis au niveau commercial. Au niveau commercial, c'est un petit peu différent au niveau de la qualification du client. Souvent, moi, ce que je veux savoir, c'est ton bureau de crédit, parce que ton bureau de crédit dit largement un peu ton comportement au niveau du crédit, puis comment que tu gères ton crédit. Fait que quand je vais voir ton bureau de crédit, tu as un bon bureau de crédit, pour moi, ça me dit beaucoup. Tu es un bon payeur, tu respectes tes engagements, puis tous les autres critères que je t'ai mentionnés tantôt, on les tient en compte. Mais tu arrives avec un mauvais bureau de crédit, ben ça en dit long, ça ne rassure pas ton prêteur devant toi. Je comprends, là, je comprends ça très bien. L'autre produit qui existe, c'est comme tu mentionnais, c'est l'hypothèque, la marge de crédit hypothécaire. La marge de crédit hypothécaire, évidemment, tantôt j'ai parlé de la marge de crédit personnelle. Celle-ci est vraiment garantie par la personne. Donc, il n'y a pas de garantie physique ou de quoi de tangible en arrière de ça. C'est vraiment basé sur la personne en tant que telle. Mm-hmm. De l'autre côté, la marge de crédit hypothécaire, évidemment, ça le dit, c'est une hypothèque qui a un lien sur la propriété, la résidence principale de la personne qui la demande. Donc, habituellement, la marge de crédit hypothécaire ou, c'est ça, pour obtenir une marge de crédit hypothécaire, faut que tu aies une maison déjà. Oui, ça c'est la première étape. Si tu n'as pas de maison, essaye de trouver la maison avant d'aller la demander. Parce que, évidemment, quand tu demandes la marge de crédit hypothécaire, là, je veux pas trop me lancer là-dedans parce que c'est quand même assez... Ouais. Faire un autre podcast juste pour les hypothèques. Exactement. Mais au niveau des hypothèques, au Canada, tu peux te financer à 5 %. Quand tu achètes une propriétaire occupant, tu pourrais l'acheter à 5 %. Okay. Évidemment, si tu donnes 5 % de cash down, tu n'auras pas accès à la marge de crédit hypothécaire. Parce que la marge de crédit hypothécaire, il faut que tu aies 20 % d'équité sur ta propriété. Okay. Et à partir de là, tu pourrais avoir une marge de crédit hypothécaire. Pour synthétiser, là, pour faire simple, grosso modo, c'est un petit peu... C'est comme, en gros, pour donner l'image, parce que c'est un peu compliqué, parce que l'image, c'est en gros, tu utilises un peu ta maison comme un distributeur automatique, quoi, en gros, quoi. Clairement, dans le fond, ça te donne accès à l'équité que tu dégages au fur et à mesure que tu rembourses ton hypothèque. C'est-à-dire que, admettons, ta maison, elle vaut 500 000, ils vont prendre 20 %, ils vont te le mettre sur ta marge hypothécaire, et c'est ce que tu pourrais utiliser, en gros, ça comme cash disponible sur ta maison, quoi. Ouais, exact. Mais tu sais, dépendamment, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, mettons, on prend des chiffres faciles, tu as 100 000 en hypothèque, tu as une maison qui vaut 100 000, mais il faut que tu aies 20 % d'équité. Donc, il faut que ton solde hypothécaire soit à 80 000. Okay. Mais si tu dois 80 000 au jour 1, ta marge de crédit, tu as zéro disponible. Ouais, exactement. Ouais. Ça veut dire qu'après un mois, tu as remboursé 500 $ en capital. Boum, tu as 500 $ de disponible en crédit. Okay. Le deuxième mois, tu as un autre 500, tu es rendu à 1000. Fait que là, jusqu'à, mettons, tu te rends à la fin de l'année, je donne un exemple de 3 000 ou 6 000. Peu importe. Là.
Donc, à ce moment-là, tu as un projet, tu vas aller retirer ces quittés-là. Tu n'as pas à rappeler la banque pour lui dire, j'ai un projet, est-ce que tu veux me financer? C'est déjà autorisé à même la bâtisse, donc ton immeuble. Ok, je comprends. Ça, c'est quand même une belle alternative, mais encore une fois, un peu comme la marge de crédit, si tu ne sais pas te servir de ton crédit, t'inquiète pas que le crédit va te rattraper. Là. Ouais, il faut être très discipliné, sinon tu te retrouves à 60 ans avec une maison qui n'est pas payée alors que ça fait 30 ans que tu la payes, quoi. Clairement, exact. Ok, c'est plutôt clair. Comment je peux dire, c'est sûr que tu arrives à 60 ans, tu vends ta maison, forcément, tu es financé à 80%. Forcément, tu vas être capable de repayer, mais c'est pas le but d'arriver à la retraite avec un solde hypothécaire à 80% de la valeur. Là. C'est exactement ça. Ben écoute, je te remercie de m'avoir donné ton temps. C'est très gentil à toi. Je m'excuse de ne pas avoir fait de podcast un petit peu plus tôt. Hein. C'est difficile. Ça a été difficile de t'avoir. Hein. Ça a été long, mais c'est ça, les hommes occupés et qui donnent leur temps gratuitement. Ils sont durs à avoir, hein, tu sais. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir donné ton temps pour me permettre de faire cette petite, ce petit podcast et donner ces informations-là. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Donc, vous pouvez nous suivre. Merci à toi, Lewis. Merci à toi de l'invitation. Ouais. En fait, moi, je voulais juste me faire désirer en 2021 pour être ton premier invité. Là, 2021. T'es exactement. C'est vraiment fort apprécié. Donc, voilà. Donc, vous pouvez suivre. Le podcast sera disponible jeudi 21 sur toutes les plateformes de podcast qui existent, Apple, Google, Spotify, etc. Sur YouTube également aussi. J'espère que j'ai fait des efforts au niveau de la lumière parce que j'ai eu des petites critiques disant c'est sombre, on ne voit pas bien. Donc là, j'espère que ce sera corrigé. Donc prochainement, je vais essayer de faire des podcasts, mais avec la pandémie, avec le couvre-feu et compagnie, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker la page de Friendship sur Facebook, c'est toujours apprécié. Et puis je vous dis, faites attention à vous en ce moment et ne prenez pas des amendes inutiles si vous respectez pas les règles. C'est vrai, ce serait vraiment dommage. Et je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye d'ici là. Bye.